Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. 13h50, ce sera tous les jours cette semaine votre rendez-vous sur France 3 en direct avec la route du Critérium du Dauphiné. Aujourd'hui, nous sommes pour cette deuxième étape au col du Béal. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, c'est repos surtout pour les scolaires, mais je suis pas certain que si je vous disais de placer le col du Béal sur une carte, vous en seriez capable. Remarquez-nous, on a vérifié. Le col du Béal, c'est d'abord dans le Puy-de-Dôme. Vous regardez Saint-Étienne, vous faites une petite diagonale en haut à gauche. Et vous y êtes. C'est l'arrivée de cette deuxième étape. Alors ça n'a rien à voir avec la Pentecôte. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de côtes. Ça monte et ça descend pour cette deuxième étape. Partie de Tarare ce matin. 156 km, 3 côtes et 3 cols avec cette arrivée à 1400 mètres. Laurent Jalabert, bonjour. Sous un beau soleil, il fait doux. Est-ce que c'est une étape difficile? Est-ce que c'est déjà un rendez-vous important sur ce Critérium du Dauphiné? C'est un rendez-vous important et qui sera important d'ailleurs pour le classement général. Avec une arrivée au sommet, forcément il y aura des écarts. Et nous avons tiré quelques enseignements du contre-la-montre d'hier. Nous en tirerons de nouveau aujourd'hui. Parce que quelle équipe et quel coureur va prendre la responsabilité de la course dans cette ascension? Qui va attaquer le premier? Quel sera le vainqueur au sommet? Voilà des enseignements importants que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt. Et le classement général va se jouer très certainement en partie aujourd'hui. Voilà une information très importante d'Exit Laurent Jalabert. Vous le disiez, le Critérium du Dauphiné s'était lancé hier dans le centre-ville de Lyon avec un contre-la-montre de 10 km 400 dominé par la puissance de Christopher Froome. Je parle de puissance parce que c'est dans le final, dans les 4 derniers kilomètres, contre le vent, que le coureur britannique a dominé ses adversaires, puisqu'à l'arrivée, eh bien, il gagne sa 5e victoire en 2014 et surtout, il relègue son principal adversaire, Alberto Contador, à 8 secondes. Tiens, Christopher Froome a le sourire et il a retrouvé un maillot jaune. Allez, sur le Dauphiné, il est jaune et bleu. Bleu, tiens. C'est un peu aussi les couleurs de Sky. Regardez le classement général ce matin au départ de cette deuxième étape. Vous apercevez aussi que Vincenzo Nibali portera le maillot de meilleur grimpeur. Et là, bref, les grands favoris, en tout cas les protagonistes de ce Dauphiné, mais surtout du prochain Tour de France sont là. Et bien sûr, nous les avons rencontrés. Nicolas G les a rencontrés. C'était avant-hier. Regardez, surtout, écoutez. Ils sont redescendus de leur volcan pour mieux se retrouver. Froome, Contador et Nibali. Le mois dernier, les 3 grands favoris du Tour se sont préparés à Tenerife, sur le volcan Taille 2. Ils étaient dans le même hôtel, aucun d'entre eux n'a subi de contrôle antidopage. Et visiblement, il semble s'en émouvoir. Si en revenant de ce stage en altitude, les journalistes nous avaient demandé « Avez-vous été contrôlé là-bas » La réponse aurait été non. Et ce n'est bon ni pour nous, ni pour le sport, ni pour ceux qui font les contrôles. Donc je l'ai dit publiquement pour mettre la pression sur les autorités antidopage pour leur dire « Les gars, vous devez nous contrôler quand on est là-haut, sinon on ne peut pas montrer aux gens qu'on fait les choses honnêtement. » Vous savez, ce n'est pas si grave parce que finalement on est contrôlé tout le temps et toute l'année. Mais c'est vrai que pour moi aussi, ça a été une vraie surprise de ne pas être contrôlé pendant ce stage. Où en sont les 3 stars? Quel est leur objectif pour cette ultime confrontation avant le Tour? Après le meilleur début de saison de sa carrière, Alberto Contador veut confirmer son retour au sommet. Chris Froome, lui, se dit encore meilleur que l'an dernier, à la même période. Je viens d'abord sur le Dauphiné pour faire un résultat, mais aussi pour tester ma condition, voir où j'en suis, et si j'ai encore besoin de travailler certains points avant le Tour. Le Dauphiné cette année est vraiment beaucoup plus dur que l'an dernier, alors on peut s'attendre à une grande bagarre en montagne. L'objectif est d'être prêt le 5 juillet. Pas d'impressionner mes adversaires, mais d'être à 100% en juillet. Mon but personnel est de gagner le Tour, pas le Dauphiné. Vincenzo Nibali lui aussi a fait du Tour de France sa priorité absolue. Vainqueur du Giro l'an dernier, 2e de la Vuelta, et puis plus rien en 2014. L'Italien prétend cacher son jeu et veut continuer à le faire cette semaine. L'objectif le plus important pour moi reste le Tour de France. C'est important de ne pas tout donner ici, de ne pas dépenser trop d'énergie pour montrer que je suis plus fort qu'eux. Parce que pour un coureur de grand tour comme moi,
L'objectif, je le répète, est et reste le Tour de France. Avec 3 arrivées au sommet, le Dauphiné offre un dernier test capital pour ce trio de stars. Un match aux airs de juillet qui fait saliver, d'autant que Contador est remonté comme jamais. Moi, j'ai peur de personne. Je les respecte comme je respecte tous les coureurs, mais ils ne me font pas peur. Des stars super cool, vraiment très agréables. Et on est impatient avec un tel plateau de vivre en direct cette deuxième étape, 156 km de Tarare, ici au col du Béal. Une étape partie dès le premier kilomètre avec un Français, un Vendéen d'adoption. Et je crois, Nicolas G, bonjour, qu'ils sont désormais 5 devant. C'est à vous, en direct sur la moto Son de France Télévisions. Bonjour Thierry, bonjour messieurs. En effet, ils sont 5 à l'avant. Nous sommes actuellement dans la roue de ces 5 hommes de tête. Une échappée partie dès le kilomètre 0, vous le disiez Thierry, avec l'attaque de Kevin Reza, le Français de l'équipe Europcar, vite rejoint par 4 autres coureurs. Les Français, Alexis Goujard d'AG2R La Mondiale et Thomas Damuso de Giant Shimano, un Italien, Alessandro De Marchi de Cannondale et un Autrichien, Matthias Brandle de l'équipe YAM. Ces 5 hommes ont compté jusqu'à 5 minutes 30 d'avance sur le peloton et l'écart est encore de 4 minutes 20 sur le peloton. À noter messieurs qu'il fait très chaud sur les routes du Dauphiné, 35 degrés au thermomètre de la moto, des conditions qui pourraient peser dans le final tout à l'heure. Et on va découvrir grâce à Jean-Maurice Hogg aux manettes, en gros plan, l'échappée avec ses 5 coureurs. Celui-là, vous le connaissez parce que l'an dernier, si vous suivez l'actualité, le Dauphiné, l'an dernier, il a terminé meilleur grimpeur du Dauphiné. Il est un peu sur ses terres. On est passé tout à l'heure pas très loin de chez lui, dans le département de la Loire. C'était du côté de Violet. Il habite par là, c'était au kilomètre 33 de cette étape. C'est Thomas Damuso, le coureur de l'équipe Giant Shimano. 3 coureurs français, un Autrichien et un Italien. Le voilà, Thomas Damuso, qui a pris son relais. C'est au tour maintenant pour l'équipe YAM en tête de ce groupe de 5, le club des 5. Eh bien, c'est Matthias Brandle, le coureur autrichien qu'on attendait hier dans le contre-la-montre. Il était bien d'ailleurs, Matthias Brandle, puisqu'il a terminé 10e de la première étape et du contre-la-montre, déjà à l'attaque. Aujourd'hui, il est en forme, le coureur autrichien qui a gagné par exemple le Tour du Jura l'an dernier. C'est Kevin Reza donc qui a lancé l'offensive aujourd'hui. Kevin Reza qui est parti à la chasse au maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur. On en reparle tout à l'heure avec Laurent Jalabert, puisque je vous l'ai dit, 3 côtes, 3 cols, dont un hors catégorie, ça fait beaucoup de points de distribuer. Ici en gros plan, c'est l'une des révélations de cette moitié d'année 2014, le néo-professionnel de cette équipe AG2R, le Normand, puisqu'il est originaire de Barentin. C'est Alexis Goujard, le néo-pro de cette équipe AG2R, qui surfe sur la vague AG2R, et qui, rappelons-le, vient de gagner la classique de Loire-Atlantique au mois de mars. Et le 1er juin dernier, il a gagné les boucles de l'Aune. Pour être complet, Alessandro De Marchi, ça vous parle? Il a une victoire, une grande victoire de référence. C'était l'an dernier quasiment à la même époque, c'était la dernière étape, alors c'était pas du tout avec le soleil, c'était dans des conditions épouvantables, c'était la dernière étape du Dauphiné le dimanche, l'arrivée à Risoul et Alessandro De Marchi s'était imposé en solitaire. On parlait du maillot blanc à pois rouge, Kevin Reza continue de ramasser les petits pois rouges. Absolument, Kevin Reza, depuis qu'il s'est glissé dans cette échappée, avait une idée derrière la tête, s'était passé en tête aux différents sommets et il n'a pas manqué l'occasion de le faire. Alors il a commencé de bonne heure à la côte de Saint-Marcel-l'Éclairé avec 10 points dans l'escarcelle, la côte d'Albigny ensuite, côte de Bar, le col de la Croix de l'Homme-Mort et maintenant le col des Prados que nous venons donc juste de franchir. Voilà Kevin Reza donc qui va s'installer confortablement même dans cette position de leader du classement du Grand Prix de la Montagne à l'issue de cette étape. Alors que De Marchi ici commence à avoir quelques courbatures et ressent le besoin donc de faire un petit peu de stretching, quelques étirements dans la descente. Effectivement il fait chaud et on le voit d'ailleurs sur les maillots des coureurs, on voit le sel perdu par les coureurs, la transpiration. Donc ça risque effectivement de jouer, même si évidemment les coureurs sont très affûtés, habitués à tous les climats. On l'a dit en préambule, certains partent s'entraîner même en altitude aux Canaries. Eh bien aujourd'hui c'est quand même une chaleur écrasante et surtout qui est arrivée d'un coup. C'est les premières grosses chaleurs, donc il peut y avoir quelques surprises. On a aperçu le sourire d'un Australien, Simon Gerrans,
qui avait connu les joies d'un maillot jaune sur la promenade des Anglais à Nice l'an passé, vainqueur en surprise de Liège-Bastogne-Liège, qui est en train de se construire un sacré palmarès. Il est de retour, Vasil Kirienka, le coureur de cette équipe Sky. Comme le maillot jaune est sur les épaules de Christopher Froome, c'est lui qui donne pour l'instant le rythme du peloton avec 3 minutes 58 de retard à 40 km de l'arrivée. Les maillots distinctifs, oh c'est facile. C'est en fonction bien sûr du contre-la-montre. Le maillot jaune avec la bande bleue, Christopher Froome. Le maillot vert sur les épaules d'Alberto Contador qui a terminé deuxième de l'étape d'hier. Il y avait une côte de 4e catégorie. Vincenzo Nibali a réalisé le meilleur temps entre le point 0 de départ et le haut de la côte. Vincenzo Nibali, donc le porteur du maillot blanc à points rouges, mais il va le laisser ce soir, c'est pas grave, à Kevin Reza. Et le maillot blanc de meilleur jeune pour l'une des révélations, longtemps en tête, très longtemps en tête hier du classement provisoire, juste battu par Froome et Contador, excusez du peu. C'est Bob Jungels, le jeune coureur luxembourgeois de 22 ans de l'équipe Trek Factory Racing, qui disait hier: je ne ferai pas le Tour de France, je suis trop jeune, je préfère commencer un grand tour par la Vuelta, le Tour d'Espagne. Sage décision. Un mot sur le classement des coureurs français hier dans ce contre-la-montre de 10 km 400 sur Lyon, avec la bonne performance de Julian Alaphilippe, le jeune coureur français d'équipe Omega Pharma Quick-Step, 14e à 14 secondes. Petite déception, il le confirmait d'ailleurs, il l'a confirmé à notre micro de Nicolas G hier, Sylvain Chavanel, 19e à 16 secondes. Ensuite, eh bien, il faut aller chercher Maxime Mouet en 28e position à 22 secondes. Jérôme Coppel, le coureur de l'équipe Cofidis, 35e à 24 secondes. Et Thomas Voeckler, 40e, le coureur français à 28 secondes. Voilà pour les 5 coureurs français dans les 50 premiers. Alors hier, vous savez, on a parlé de chute, hein. Il y avait dans la descente du col, enfin de la côte de l'Observance, une plaque d'huile. Johan Ofredo a été victime de cette chute. On va aller demander à Nicolas Gilles, l'a croisé ce matin, en tout cas il est allé prendre des nouvelles sagement, des nouvelles de Johan Ofredo qui était bien râpé, je crois, sur le côté droit et qui s'inquiète. Râpé en effet sur le côté droit, Thierry, et qui s'inquiétait ce matin. Vous savez, Johan Ofredo s'inquiète souvent en effet quand c'est quelqu'un d'assez anxieux, et ce matin il était énormément, anxieux parce que il souffre au niveau du sternum sur la chute d'hier, et donc il avait tout simplement peur de ne pas pouvoir suivre le rythme dès ce matin. Et visiblement les nouvelles sont rassurantes puisque Johan Ofredo est toujours dans le peloton, donc ça veut dire que Johan a pu rentrer dans le rythme et rester en tout cas dans cette étape, et donc visiblement ça a l'air d'aller mieux pour Johan Ofredo. Oui, la mise en route est toujours difficile, c'est vrai, au lendemain d'une chute et au surlendemain aussi d'ailleurs. Et les premiers kilomètres sont parfois douloureux, mais une fois que l'organisme est monté en température, bien entendu, ça s'améliore un petit peu. Il n'avait pas vraiment le choix du reste, hein. Cette étape, il faut bien la parcourir. Effectivement, c'est dommage de tomber le premier jour, mais ça fait partie des difficultés de ce sport. Et toujours 3 minutes 50 d'avance quand même, à 36 km de l'arrivée. Bon, certes, il y a ce col, ici, le col du Béal, 13 km 600 d'ascension, mais quand même toujours 3 minutes 50 d'avance. On n'oublie pas, et vous l'avez dit Thierry, que De Marquis l'an dernier a remporté à Risoul la dernière étape, alors que les Sky pensaient offrir cette étape à Richie Porte, et notamment Christopher Froome, qui avait beaucoup travaillé dans les derniers kilomètres. Il n'était pas parvenu à revenir sur l'échappée. Donc ils s'en souviendront peut-être de Marquis. Tant qu'il est devant, il croit en sa chance. On ne parlait que de lui. Les Sky en tête de peloton. On a aperçu Alberto Contador. Il y a plusieurs choses sur un Dauphiné. Comme le disait à juste titre Alberto Contador, je ne suis, en tout cas c'est son avis, c'est son choix. Je ne suis pas là pour gagner le Dauphiné, mais bien pour gagner le Tour de France. Mon objectif c'est le Tour de France. Donc hier, il a été prudent sur les 10 km 400. Il les a fait à fond. Il termine à 8 secondes seulement de Christopher Froome, complètement rassuré et en pleine forme. Ça, on le savait. Il suffit de le regarder, de voir comment il a affûté. Mais bon, voilà, petite explication. Alberto Contador avec Nicolas G hier, c'était juste après l'arrivée à Lyon. J'ai fait un petit test dans la montée et les sensations sont bonnes. Je suis très satisfait. Dans la descente, j'ai été plus prudent car il y avait de l'huile sur la chaussée laissée par une moto ou quelque chose comme ça. Donc c'était dangereux. Et dans la partie finale, c'était vraiment dur avec le vent de face. Mais vraiment, ce résultat me satisfait pleinement.
En anglais, traduction Jean-François Carquert. Oui, ce qui était spectaculaire surtout, c'est de voir la suprématie, la supériorité de Christopher Froome dans les 5 derniers kilomètres, hein, puisqu'on rappelle qu'au sommet de la côte située à mi-parcours hier, dans ce contre-la-montre, les 3 hommes, Nibali qui était passé en tête d'ailleurs, Froome à 2 secondes et Contador à 3 secondes, se tenaient dans un mouchoir de poche. Et dans les 5 derniers kilomètres, sur des portions rectilignes, à plat, avec un léger vent, enfin fort vent de face même, pourquoi léger, Froome a été impressionnant. Il a été capable de mettre vraiment là, d'exprimer toute sa puissance et de faire une grande différence sur ses 2 adversaires en si peu de terrain, prendre 8 secondes à l'un et 13 à l'autre, 15 même puisqu'il en possédait 2 de retard. C'est assez énorme et donc on pense, et on suppose, et on le croit d'ailleurs, que Froome est supérieur à ses adversaires à l'heure qu'il est. Mais encore une fois, nous ne sommes que sur le critérium du Dauphiné. Le Tour de France prendra son départ le 5 juillet. Donc d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Certains vont progresser. Peut-être que Froome, lui aussi d'ailleurs, va encore progresser. Mais surtout, les 3 grands favoris sont là, sont à l'heure et sont déterminés. Et la grande nouvelle, c'est aussi que ce sont 3 beaux coureurs, 3 grands attaquants. Et s'ils sont en forme, on aura du beau spectacle. L'équipe Sky en tête de peloton normal, puisque son leader est là, qui domine aussi le classement par équipe. Classement qui se fait sur les 3 premiers coureurs de chaque équipe à chaque étape. Et donc le team Sky qui possède 12 secondes d'avance dans ce classement spécifique sur l'équipe Belkin et 17 sur l'équipe Yam qui a fait une bonne opération bien sûr avec Mathias Brandle. Et on va commencer à regarder qui peut être dans les 5 leaders ce soir du Dauphiné, qui est le mieux classé. Dans les 5 échappés. Oui, le mieux classé, c'est Brandle. Il y a des bonifications à l'arrivée, 10, 6 et 4. Je commence à me dire que peut-être le futur leader du Dauphiné ce soir est dans les 5. Oui, Brandle est 10e du classement général avec 13 secondes de retard donc, sur Christopher Froome. 10 secondes de bonification, 10, 6 et 4 pour les 3 premiers ici à l'arrivée, et ce sera le cas tous les jours. Donc, bien sûr que ça va avoir son importance, mais il faut d'abord tenir tête au peloton. On remarque que dans ce peloton, pour l'instant, l'équipe Sky assume son rôle. Elle roule, mais elle roule avec 2 coureurs seulement. Kirienka ici en tête, et derrière lui, le maillot ouvert, Danny Pate. Derrière, en réserve, on conserve des coureurs qui devraient mettre un grand coup d'accélérateur dès que l'ultime ascension va se présenter devant eux. Lopez Garcia, Richie Porte, Geraint Thomas. Et puis, il y a encore des hommes en réserve. Michael Nieve, qui avait été un des grands transferts de cet hiver. De temps en temps, on parle surtout transfert dans d'autres sports. Mais en cyclisme aussi, désormais, c'est important. Et Michael Nieve est victime, bien sûr, de la disparition de son équipe Scatel Scadi. L'équipe basque avait été très vite enrôlée par Dave Brailsford, le manager général de cette équipe Sky. Et donc, il a pris le très bon coureur espagnol pour venir l'aider à côté de David Lopez Garcia. Ces deux-là, on devrait les retrouver cette semaine, mais aussi sur le Tour de France lorsque la route va s'élever. Et Dieu sait si sur le Tour de France, elle va souvent s'élever. Et pas forcément parfois où on peut le croire, ou en tout cas on l'imagine. Il y a des pièges sur le Tour de France, mais bon, nous n'y sommes pas encore. On va se concentrer sur cette semaine, sur ce 66e critérium du Dauphiné. Très belle route tracée dans le département du Puy-de-Dôme, puisqu'on s'approche d'un nom qui vous parle forcément. Ambert. Bon appétit si vous êtes à table, ça peut arriver un lundi de Pentecôte, surtout si vous êtes au fromage. Encore une dizaine de kilomètres, un petit peu plus, et puis on atteindra le village de Vertollet. Et là, ce sera le début de ce final, et ce sera le début de l'ascension de ce col du Béal, rarement, très rarement emprunté par les courses cyclistes professionnels. Le Tour de France, pas le Dauphiné, c'est une première, mais déjà emprunté par le Tour de l'Avenir. Et TJ Van Garderen, qui est dans ce peloton, se rappellera qu'il a terminé 3e de cette arrivée sur le Tour de l'Avenir, dans ce col du Béal que l'on peut prendre dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut arriver d'un côté, on peut arriver aussi de l'autre.
là en passant par Ambert, et de l'autre quand on arrive par Montverdun, Boin, Chalmazel. Petit village référence pour ceux qui sont ici. Beaucoup de monde, très nombreux publics. Vous le verrez tout à l'heure sur l'arrivée aussi ici au col du Béal, où tout a été très bien organisé. Il y avait des grands parkings, je me disais, bah dis donc, ça fait quand même des très grands parkings, mais il fallait bien ça parce que tout le monde a pris ses précautions. On est monté très tôt et beaucoup de monde. C'est vrai que le plateau est prestigieux sur ce critérium du Dauphiné. Il suffit de regarder l'avant du peloton, ça a vraiment cette fois un air de Tour de France. Derrière les 5 hommes de tête, Nicolas G, 3,40. À côté, avec Julien Jordi, le directeur sportif de l'équipe AG2R La Mondiale. Bonjour Julien, 3,50, vous avez un homme à l'avant, Alexis Goujard. Est-ce que vous pensez que ça peut être jouable avec cette ascension? Bonjour à vous. Ouais, jouable, on part dans cet état d'esprit que c'est jouable, sinon on va pas dans les échappées, mais c'est clair qu'une fois de plus, c'est un petit peu le point d'interrogation par rapport à Sky. Donc on voit qu'il contrôle bien la course. L'écart sera très important au pied, de voir exactement l'écart au pied du dernier col. S'il y a moins de 2 minutes, ça sera très compliqué pour aller en haut. Voilà, donc après maintenant on va voir, l'approche va être vent de dos, donc l'échappée va aller vite, autant que le peloton pratiquement, donc on va perdre un peu de temps. Il faudra voir l'écart au pied. Mais c'est jouable, mais une fois de plus, voilà, c'est le peloton qui aura le dernier mot. Et vous avez évidemment la carte Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet qui connaît très bien ce col et qui l'a repéré la semaine dernière. Donc ça va être très important pour eux aussi. Oui, bien sûr, hein, on avait mis quelqu'un à échapper par rapport à l'étape et par rapport au classement général. Romain qui joue à domicile, qui a repéré jour. Donc c'est clair qu'il la connaît parfaitement bien, il sera motivé. On sait que pour le classement général, c'est une étape importante. Il y en avait 3 avec des arrivées en altitude. La première aujourd'hui, donc il faudra être présent. Et aussi un facteur important, c'est la chaleur. Merci beaucoup Julien. Oui, parce que même en haut du col de Béal, c'est quand même 1391 mètres. Il fait 27 degrés. Donc là, dans la descente et sur le plat du côté d'Ambert, il fait très chaud. Alors je vais vous la faire, mais alors je vous la fais vite, hein. Le peloton arrive à Ambert. Je vous parlais fromage avec volupté. Ça nous donne faim. Et on me souffle dans les oreilles, Jean-François Kert me dit c'est que le maillot jaune est chez lui. J'avais plutôt l'habitude de croire d'abord qu'il est britannique, ensuite il a fait toute son adolescence et toute sa jeunesse à Nairobi au Kenya, et surtout qu'il habite à Monaco, mais c'est vrai qu'on peut la faire, c'est dans un instant le passage du maillot jaune, ce sera donc Christopher Froome d'Ambert. Elle est assez bonne, je dois vous le dire, un petit peu d'humour sur la route du Dauphiné. Et on retrouve les 5 hommes de tête avec un Kevin Reza qui a le bon coup de pédale. Alors on parlait d'Alexis Goujard, on parlait de l'équipe AG2R La Mondiale. C'est vrai qu'il est venu avec un Jean-Christophe Perrault, déçu hier de son contre-la-montre, parce que c'est un spécialiste, un des meilleurs français avec Sylvain Chavanel. Très loin, Jean-Christophe hier, mais qui disait décidément, tous les ans j'ai du mal à me remettre en route au mois de juin. Il sort d'un stage, l'équipe AG2R, une partie de l'équipe qui sera sur le Tour de France, était aux côtés notamment de Vincent Lavenu, et bien en stage pendant une douzaine de jours du côté de Briançon. Pas facile pour certains de remettre en route. Ça pose aucun problème. Sortie de stage pour Froome, Contador ou Nibali. Enfin Nibali non, il n'a pas fait de stage, c'est arrêté. Simplement, eh bien, pas de souci. On retrouve le bon coup de pédale tout de suite. Alors que nous allons passer d'ici peu. Voilà, ici, on l'aperçoit au fond, le premier sprint, le seul d'ailleurs, intermédiaire. Alors sprint il n'y aura pas, hein, c'est un sprint qui compte uniquement pour le classement du maillot vert, le classement par points, 500 mètres encore à parcourir pour les hommes de tête, avec 5, 3 et 1 point qui sont attribués tous les jours au passage sur cette ligne. Et donc l'intérêt c'est évidemment pour les garçons qui veulent ramener le classement du maillot vert à bon port le dernier jour. Je verrais bien Mathias Brandle faire le sprint de bonification, parce que hier il a marqué un point. Il a les mains en bas d'ailleurs, il vous a entendu Thierry. Et Damuso, en bon régional de l'étape, peut participer à la bataille. Mais là, il a fait un costaud. Il est parti avec un temps de retard, mais c'est pas fini. Et on relance, c'est un vrai sprint. Et voilà, dommage, déception pour Thomas Damuso, qui aime bien ramener des maillots distinctifs. Je vous l'ai dit l'an dernier sur le Dauphiné, c'était le maillot de meilleur grimpeur.
Ce soir, au podium protocolaire, la voix de Daniel Manjas annoncera maillot vert du Critérium du Dauphiné, l'Autrichien Matthias Brandle. Oui, attention quand même, parce que y a les arrivées aux étapes qui comptent aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, autant pour moi. Oui, je suis allé un peu vite. Oui, parce que Christophe Furfond a déjà marqué 15 points hier. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui. C'est des points supplémentaires en cours de route, mais il ne faut pas oublier qu'aux étapes, c'est vrai, aux arrivées, le points est beaucoup plus important. On a tendance à pas penser, quand c'est pas plat, on se dit, si ça compte aussi pour le maillot vert. Les 10 premiers à chaque étape prennent des points. Le premier, le vainqueur de l'étape, prenant 15 points chaque jour. Je suis allé un peu vite en besogne. C'est parti dans cet esprit-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme hier, les Cador étaient là. Froome 15 points, Contador 12 points, Bob Jungels 10 points, Talansky, Kelderman, puisqu'on tient compte du classement général de l'arrivée, en tout cas de ce classement final à la fin de la première étape pour le maillot vert. Ça reste 5 points, ça fait pas beaucoup, ça fait 5 à 6. Ça fait un tiers de ce qui sera attribué en haut ici du col du Béal, où on va très probablement retrouver, en tout cas dans le top 10, les Froome, Contador, Nibali, pourquoi pas. Un peu moins de 25 km de l'arrivée pour un peloton en chasse, mais l'écart ne diminue pas beaucoup. On va voir, la route va s'élever, le final sera intéressant, 3 minutes 38 dernier écart, alors que le peloton traverse Ambert et que nous, on retourne à Paris rapide. Il y a une page de pub aujourd'hui, pas plus, c'est promis, c'est la seule, la voici. Elle est en direct aussi. Cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve. J'étais au milieu de nulle part. Mon Astra, en panne. Et devine qui arrive? Claudia Schiffer. C'était impossible. Une Astra, ça ne tombe pas en panne. Le meilleur de la qualité allemande. L'Opel Astra, d'une endurance exceptionnelle, testée sur plus de 100 000 km. C'est une Allemande. L'Opel Astra, avec son nouveau moteur diesel, est à partir de 15 490 €. Les voix basques. Des ambiances festives, au chant envoûtant. Les voix basques, une invitation dans le sud. T'aimes les croquettes, t'aimes les croquettes, et tu n'en perds pas une miette. Grâce à Gamme Vert, c'est super. Gamme Vert, ça donne le goût du jardin. Des bonnes croquettes. Merci de nous soutenir. Respectez nos efforts et protégez vos enfants. C'était hier le Tour du Luxembourg, puisque c'était un message signé Andy Schleck. Les frères Schleck ont préféré le Tour de Suisse au Critérium du Dauphiné. 4e et dernière étape hier du Tour du Luxembourg. C'était une arrivée difficile en côte, victoire d'un sprinter. Surprise, André Greppel, l'Allemand qui s'est tout ferme devant Matti Brechel, le Danois. Matti Brechel qui était déjà leader et qui conserve donc son maillot de leader et gagne le Tour du Luxembourg devant Jean-Pierre Drucker, le Luxembourgeois, et Morkov, le Danois. Dommage parce que Rudy Mollard pour 2 secondes a été éjecté du podium, lui qui était 2e avant cette dernière étape entre Mersch et Luxembourg. Mais bon, belle performance de Rudy Mollard qui termine 4e et le petit Hardy termine 7e pour l'équipe Cofidis. Alors que les boucles de la Mayenne ont été remportées par le coureur de l'équipe Big Mat Aubert 97, Mathieu Rossetto, devant Brice Feillu. C'était les résultats d'hier, du week-end. Un week-end à rallonge.
Oui, et pour ce qui concerne l'étape du jour, l'écart devient un petit peu inquiétant. Alors attendez, il y a un petit non, c'est bon, rien. Non, c'est bon. Il est où le problème? Non, je voyais le panneau des 25, je disais, ça fait quand même. Oui. Non, c'est ça, il y a 3 km, un peu plus de. Oui. Ouais, c'est normal. Chute. Ah ouais, avec le camion. Taramae par terre. Jérôme, Taramae qui se relève seulement. Bâti un petit peu. Ouais, c'est le camion là. C'est le camion. Ils se sont accrochés au milieu du peloton. Taramae s'est accroché avec un autre. Ah, c'est Cherel ou Bardet. Un grand. C'est Michael Cherel qui est là devant Ren Taramae. Oui, chute sans gravité. Voilà, c'est problème mécanique derrière. D'ailleurs, peut-être même la raison de la chute du jour. Peut-être, oui, effectivement. Ça a bloqué la roue et derrière, ça s'est empilé. Donc je vous disais 3 minutes 45 à 21 km de l'arrivée, 21 km de l'arrivée, alors que le peloton lui vient de passer au 25, 21 km, c'est pour les hommes de tête. Et donc il s'approche gentiment du pied du col, et 3 minutes 45 toujours. Et si on hésitait du côté de la Sky finalement à laisser trop de force dans cette entreprise, finalement le Tour de France c'est bien leur objectif également, gagner le Dauphiné, ça reste possible malgré tout, même si cette échappée va au bout. Et donc peut-être qu'ils ont gentiment endormi tout le monde, les coureurs de la Sky, et derrière, qui va faire l'effort, qui peut faire un effort aussi violent pour revenir sur les 5 hommes de tête. Et si le vainqueur était là, c'est possible. N'oublions pas qu'ils ont accompli beaucoup d'efforts. Mais on a remarqué également qu'aujourd'hui, il y avait du vent, comme hier. Et dans cette ultime ascension, le vent sera majoritairement favorable. Donc ça devrait favoriser une ascension plus rapide. Et du coup, un retour du peloton un petit peu plus compliqué encore. Taramae qui a eu quand même quelques difficultés. Ouais, problème de vélo, Nicolas G, pour le champion d'Estonie qui revient à la compétition après avoir été opéré en début d'année 2014. Ça va pas. Nicolas? Thierry? Allez-y, on vous entend, alors que Ren Taramae remet un pied à terre. Il va même changer de vélo. Oui, petit problème de vélo, problème mécanique, et donc il a rechangé de vélo et le voilà reparti, tout comme Michael Cherel qui va essayer de reprendre sa place dans le peloton. Également William Bonnet et Jérôme Cousin qui sont repartis, messieurs. Et cette chute, forcément, a un peu désorganisé le peloton. Ça a un peu freiné, même en tête de peloton, et l'écart continue à augmenter un peu. On est revenu à 3,49. Je rappelle que l'écart maximal a été de 5 minutes et à moins de 20 km de l'arrivée. On a commencé à regarder un peu du côté de ces 5-là. Alors, indiscutablement, les deux meilleurs grimpeurs, Alessandro De Marchi et Thomas Damuso. Oui, mais Kevin Reza est passé en tête dans tous les Grands Prix de la montagne. Donc, peut-être pas trop disputé de la part de ses adversaires du jour, mais ça veut dire qu'il est en forme, Kevin Reza, et qu'il a encore visiblement des ressources. Et puis l'objectif, c'est peut-être d'être en jaune et bleu. Ça, c'est pas n'importe quoi, être leader d'un Dauphiné au terme de la deuxième étape. Surtout vu la configuration de ce début de Dauphiné avec 10 km 400 de contre-la-montre et une étape très dure, 3 côtes, 3 cols aujourd'hui, dont une arrivée en col classé hors catégorie par les organisateurs. Oui, et puis pour la Sky, ce ne serait pas une mauvaise solution que de laisser filer ce maillot jaune pour essayer de le récupérer un petit peu plus tard dans la semaine. Ça permettrait d'avoir des alliés de circonstance. Imaginons qu'un des 5 coureurs en tête se vêtisse tout à l'heure du maillot jaune de leader. Son équipe, forcément, vous l'avez dit, c'est une course importante, le Critérium du Dauphiné. Son équipe fera l'effort qu'il faut pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Et dans le dernier week-end, il y a suffisamment de difficultés pour un garçon comme Froome, pour un Contador. Mais pour l'instant, c'est Froome qui est leader, et bien pour essayer de refaire son retard. Il ne peut pas être trop important ce retard de toute façon, puisqu'il y a 3,47 pour l'instant d'avance pour les hommes de tête, ou de retard pour le maillot jaune, c'est comme on veut. Et qu'on peut supposer que dans la dernière montée, ils vont perdre encore quelques minutes. Mais je pense que c'est jouable. Sur un Dauphiné, c'est jouable. Sur une autre course comme le Tour de France, on dirait ça va être la grande bagarre. Donc ce sera très compliqué parce qu'on peut perdre beaucoup de temps et très vite sur une ascension. Alors c'est une ascension qui est assez... oui, c'est assez roulant. Voilà, c'est pas, ça, y a pas de, ça demande, c'est assez régulier, je vais dire. Voilà, je cherchais le mot exact. Oui, après
3 km d'ascension, il y a des rampes un peu plus sévères à 9%, mais la pente moyenne est de 6,5% sur 13 km 600, donc on peut dire que c'est un col assez roulant. Le bitume est très bien, la chaussée est assez large et puis il y a du vent. Le vent est assez favorable, surtout sur la partie haute, hein, qui va être plus dégagée évidemment. Et donc ça devrait pouvoir aider un petit peu les hommes qui sont échappés depuis le départ ce matin à tenir davantage le rythme, le bon rythme. Et on a la bonne vieille ardoise pour le club des 5, avec quand même, ce sera plus de 150 km d'échappée aujourd'hui pour notamment Kevin Reza, puisque ça a été le premier à attaquer au bout d'1 kilomètre. Le groupe de 5 s'est formé au bout de 6 km. Tiens, des nouvelles du coéquipier de Kevin Reza, c'est Thomas Voeckler qui lui aussi a des problèmes de vélo, de roue arrière. Qui s'est arrêté, qui a demandé à sa voiture de venir. Il s'est porté à la hauteur de sa voiture. Il a été rapidement dépanné. Thomas Voeckler désormais qui est en train de revenir à l'arrière du peloton, en tout cas dans les voitures. A signalé, messieurs, le retour dans le peloton de Caruso, de William Bonnet et de Yannick Martinez et Michael Cherel pour l'équipe AG2R La Mondiale. Je vous ai laissé profiter de ce joli plan. Vue d'hélico, merci Jean-Maud. Dany Pett, vous apercevez Cyril Gauthier pour l'équipe Europcar, toujours bien placé. Aperçu avec un maillot tout ouvert, Vincenzo Nibali, le petit Kenny Elissonde. On attend pourquoi pas une belle performance aujourd'hui du grimpeur de poche de cette équipe de la FDJ.fr. On a aperçu bien sûr le champion de France, Arthur Vichot. Christopher Froome. Pas très loin, on a aperçu Alberto Contador. Ça descend, la route est belle. Et ça s'excite là, en tête du peloton. On essaie de placer les hommes forts, les meilleurs grimpeurs dans chaque formation. On veut remonter tout ce beau monde à l'avant et le peloton par inertie se met à rouler beaucoup plus vite. Et l'écart se réduit quelque peu, hein. C'est pas spectaculaire, mais ça devrait pas tarder à attaquer l'ascension de cette ultime, du col d'arrivée, hein, du col du Béal, pour les hommes de tête, hein, en moins de 2 km. Ils seront donc dans l'ascension. Le peloton est pas très loin derrière, 3-4 km plus loin, 3 km plus loin. Et voilà Thomas Voeckler profite un petit peu de l'aspiration des motos. Pour rentrer, c'est normal, ça fait partie du jeu, pas d'affolement. Thomas Voeckler qui disait hier, au micro de Nicolas G après son contre-la-montre, pas l'habitude de couper à cette époque, j'ai bien coupé, je sais pas trop où j'en suis. Bon, oui, il faut d'aller bien. C'est vrai que c'est un problème pour beaucoup de coureurs, hein. Il faut se remettre en jambes et surtout en confiance. Beaucoup ont peur de ne pas avoir suffisamment de rythme. Ils sont moins sûrs d'eux et du coup peut-être hésitent, c'est ce que l'on vit actuellement, peut-être ils hésitent à se lancer dans le boulot comme ils devraient le faire ou comme ils le font habituellement. Du coup il y a un petit temps de tergiversation qui profite pour l'instant à l'échappée. Le peloton a accéléré, vous parliez d'alliés de circonstance. L'équipe Sky a trouvé comme allié de circonstance la FDJ.fr. On a vu Michael Delage, je pense que c'est même lui qui est en tête de ce peloton. Ça c'est le petit train promenade de la région. Allez, retour sur le groupe de 5, 3,29, ça commence, on a vu que ça s'agitait, 15 km, 14 300 exactement. C'est à partir de maintenant, voilà, on le disait tout à l'heure, c'est le point de repère, le village de Vertolais où viennent d'entrer le club des 5. Avec ici en tête Kevin Reza, le coureur originaire de Versailles qui porte le maillot Europcar, qui est au classement général, c'est important, hein, à 51 secondes du maillot jaune et bleu. Juste devant lui, celui qui prend le relais, c'est désormais Alexis Boujard, le Normand. Il est 65e, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale à 39 secondes. Ici de dos, le troisième coureur français, c'est Thomas Damuso, jeune coureur de l'équipe du team Giant Shimano. Il est classé à 1 minute 10 de Christopher Froome. Et puis, bien sûr, avec son maillot vert de l'équipe Cannondale comme son
coéquipier Peter Sagan qui n'est pas ici. Alessandro De Marchi, il est classé 113e à 1 minute. Et puis on est complet avec celui qu'on a vu tout à l'heure. Matthias Brandle, jeune coureur autrichien, classé, c'est lui le mieux classé des 5, à 13 secondes. Mais c'est plutôt un spécialiste du contre-la-montre qu'un extraordinaire grimpeur. Allez, mais maintenant il faut sortir le kit montagne là, pour tout le monde, parce qu'on attaque la dernière ascension. C'est parti pour les 5 hommes de tête, 6% et demi de moyenne sur 13 km 600 de longueur. La route est belle, elle est large, le vent est un petit peu dans le dos. Et ça c'est le retour en queue de peloton de Ren Taramae après ses ennuis, après sa chute, ses ennuis de vélo surtout. Je pense que la chute est la conséquence d'un maillot bien déchiré quand même. Ouais, vélo qui s'est bloqué. En tout cas d'une roue arrière qui s'est bloquée. Un problème de dérailleur certainement, ça arrive. À pleine vitesse, ça ne pardonne pas, surtout dans un peloton. Ça serait bien passé, Ren Taramae, à la recherche de son meilleur coup de pédale. Oula, ça a changé de physionomie ici. Hein. Ça roule vite maintenant. L'écart s'est bien réduit. 40 secondes de perdu pour les hommes de tête à moins de 3 km. Le peloton a les moyens de revenir, hein, s'il le désire, si ça bagarre fort au pied de la montée. Et là c'est Rory Sutherland qui est en train d'emmener pour le team Tinkoff Saxo. Et là ça va vite. Hein. D'ailleurs ça va tellement vite que regardez, je viens juste de jeter un petit regard sur l'écart. Vous avez vu à la vitesse à laquelle on est passé autour des 3 minutes. Et en plus devant on est en train de se regarder. À l'image d'Alessandro De Marchi. Alors si on tergiverse de trop, ça va, le train qui s'est arrêté à gauche va revenir à droite. Et on sent que De Marchi est plus à l'aise que ses compagnons d'échappée. Il devrait peut-être tenter l'aventure en solitaire. On a vu l'année passée qu'il savait faire ça. Alexis Goujard, c'est 2 victoires cette année, hein, 2 très très belles victoires. C'est tout seul en solitaire. Kevin Reza va bien dans les sprints. Bon, là tout à l'heure il a fait chercher le maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur. C'est plutôt concours de circonstances, fait de course, fait d'étapes surtout. Brandle c'est surtout un bon coureur de contre-la-montre entre autres. Ouais, le meilleur grimpeur des 5. Il y a Thomas Damuso qui grimpe bien et puis surtout Alessandro De Marchi. On l'avait vu hein, quand vous gagnez l'étape de Risoul. Je rappelle que l'étape de Risoul ça sera une des 2 étapes alpestres du Tour de France. Hein. La première c'est l'arrivée à Champs-Rousse, la deuxième c'est l'arrivée à Risoul. Et l'an dernier, il avait fait un numéro parce que les conditions étaient quand même terribles. Il a plu, brouillard, il pleuvait, c'était vraiment atroce. Et De Marchi, c'était fait une grosse démonstration. Là, pour l'instant, c'est ses petits copains qui roulent derrière, qui font le boulot derrière. Ouais. Mais bon, c'est pas contre lui évidemment. Mais on n'y pense plus trop hein, du côté de l'équipe Cannondale à l'ami De Marchi qui est à l'avant. On se concentre sur le. Danny Pat, travail terminé, voilà, il a fait son rôle. Oui, c'est normal. Non, il va terminer, je sais pas s'il va terminer calmement, mais enfin il va terminer. Et là, c'est ça, des alliés de circonstance. Johan Fredo, il a retrouvé le bon coup de pédale, le moral, dans son rôle de coéquipier. Je pense qu'on essaie d'emmener Kenny Ellison aujourd'hui. Hein. Est-ce que ça lui correspond bien à Kenny? Regardez. 2,07, perdu 1 minute. Là, ils sont en train de. Incroyable. Incroyable. Là, en 2 km, ils ont quasiment tout perdu. Voilà, de dos ici, Jérôme Cousin était pris dans la chute tout à l'heure. On va commencer à ramasser un petit peu de monde. En tout cas, le peloton perd quelques coureurs, Nico. Le peloton qui perd en effet quelques coureurs et qui a déjà perdu Leif Howard, l'Australien, tout à l'heure, pris de crampes, on l'a vu, avec ce masque de souffrance, même en bas de ce col, probablement à cause de la chaleur. Et en effet, beaucoup de coureurs distancés. Vous avez parlé de Danny Pett, Chris Bockmans également, Andersen pour la Saxo, Frédéric Willems, Tourou Schoft, qui est juste devant nous là et qui est en train de... qui va monter dans le groupe Eto, le Norvégien. En effet, déjà une bonne 50aine de coureurs distancés, dont Jérôme Cousin également. Oui, attaque de Thomas Damuso. Du coup, ça a secoué le club des 5. Matthias Brandle est en train de montrer ses limites. Le coureur autrichien. Alexis Goujard s'accroche. Alessandro De Marchi, beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Kevin Reza dans la rue de Thomas Damuso. Et regardez, je vous l'ai dit qu'il était facile.
Attaque d'Alessandro De Marchi. Il est parti et je pense qu'il va tenter de terminer les 11 km tout seul, de faire un grand numéro comme il l'avait fait sur Risoul. Il en est capable, mais regardez à quelle vitesse le peloton est en train de revenir. Dernier écart, 1 minute 36. Ils ont quasiment perdu 2 minutes en 3 km. Oui, puis il y a aussi ce classement du meilleur grimpeur qui est encore en jeu. Hein. On l'a dit depuis ce matin, Kevin Reza est passé en tête dans tous les Grands Prix de la montagne, ce qui le positionne en virtuel leader. Mais attention, parce qu'il y a ici en haut du col du Béal le double de points qui est attribué au vainqueur. C'est un col hors catégorie et si De Marchi d'aventure l'emporter, ça me semble compliqué quand même. 1 minute 20. Le peloton se rapproche. Mais s'il l'a emporté, eh bien, il faudra absolument qu'au pire, eh bien, Kevin Reza termine 4e de l'étape pour espérer conserver ce maillot de meilleur grimpeur. En revanche, si le peloton revient, si c'est un Froome, un Contador ou n'importe quel autre coureur qui l'emporte et qu'aucun des coureurs de l'échappée n'est dans le classement, eh bien, Kevin Reza sera bien le meilleur grimpeur de ce Critérium du Dauphiné. Les sprinteurs lâchés à leur tour par l'accélération, c'est un signe, hein, c'est que le peloton va vite, mais ça se voit. Il n'y a pas besoin de regarder l'image, il suffit de regarder le chrono, hein, à la vitesse à laquelle ça descend. Donc les sprinteurs, bon, voilà, ils vont attendre que ça soit un peu plus bas pour s'expliquer, Nico. Oui, les sprinteurs, alors devant nous, avec comme Simon Guérand, c'est-il un sprinter? Je ne sais pas, il est passe-partout en tout cas. Oui. Sébastien Hinault, oui. il est très très bon puisqu'il a gagné Liège, donc c'est plus qu'un sprinter évidemment, on le sait. Johan, il y a Delage, Pozzato, Desmar, Bonnet, donc on parlait des sprinters, Arnaud Desmar distancé qui attendait Michael Delage, Vincent Jérôme également, Fedrigo, Mersman, et un peu plus surprenant, on parlait des sprinters, eh bien un grimpeur qui est lâché, c'est Damiano Cunego juste devant nous, l'Italien, qui est là vraiment, qui fait de la patinette tout à gauche et qui monte à son train, un peu surprenant. Et Geraint Thomas emmène la tête du peloton. On vient de voir à gauche de la route, on a ramené Alberto Contador qui était mal placé. Ça c'est l'homme de tête, seul en tête, virage un peu large, même en montée, tellement large qu'il a failli sortir. Alessandro De Marchi qui a 1 minute, regardez, merci. Oui, il faudra faire attention pour ceux qui arrivent, même pour la tête du peloton. C'est une petite frayeur. Alessandro De Marchi, 10 km de l'arrivée, qui a 1 minute 12 d'avance, alors qu'ici, bien, Vasil Kirienka a montré quand même ses limites. Hein. C'est chaud, très très chaud, ça se voit sur un maillot noir, c'est évident. Oui, mais Kirienka, il a fait du boulot. Hein. Entre lui et Danny Pate, ils ont assumé la poursuite et derrière les 5 hommes de tête toute la journée. Il est rassurant et normal qu'il soit distancé maintenant. Ouais, on a vu Cesare Benedetti, l'Italien aussi, pour l'équipe du team Netap Endurac, vous verrez sur le tour, donc on en parle. On aperçoit les coureurs d'équipe Belkin, normal, hein, Wilco Kelderman est 5e du général à seulement 11 secondes de Christopher Froome. On aperçoit Arthur Vichot bien placé à droite de la route avec son maillot de champion de France en 12e position. Alors ça fait partie, Kelderman, ça fait partie des coureurs qui connaissent ce col du Béal, parce que je dis que c'était une étape du Tour de l'Avenir, arrivée du Tour de l'Avenir en 2010, qui avait été remportée par Yannick Essens. Depuis on n'a pas beaucoup vu. Parmi ceux qui sont là, Andrew Talinski avait terminé 3e. Niro Quintana, vainqueur du jour, avait terminé 9e ici. Wilco Kelderman avait terminé 11e. Et Romain Bardet, par exemple, avait terminé 15e en compagnie de John Degenkolb. Et ce jour-là, Romain Bardet s'est dit, tiens, voilà un sprinter qui sait grimper. Je comprends. Ça montre aussi que c'est pas aussi difficile que ça. Classement hors catégorie, mais pas aussi difficile que ça. 10 km pour Alessandro De Marchi pour remporter une nouvelle victoire de prestige. Il en a une à son palmarès. C'était à Risoul sur le Dauphiné, peut-être une deuxième au col du Béal sur le Dauphiné. C'est son épreuve. Je pense que ce sera trop juste pour lui. Hein. Il est encore assez efficace, mais le peloton, on le voit, a l'intention de revenir. Hein. Ce ne sont plus les mêmes coureurs maintenant qui roulent en tête. Kirienka, Danny Pate ont laissé la place à Mikel Nieve et Geraint Thomas. Voilà, on met des troupes fraîches pour l'équipe Sky à rouler devant. Geraint Thomas pour l'instant, il reste encore derrière Richie Porte. On connaît la tactique et la stratégie de cette équipe Sky, alors que c'est dur pour Arthur Vichot. La reprise est difficile pour lui. Il était bien placé, il ne l'est plus. Et donc ça va encore accélérer et ce sera donc compliqué. Et Lars-Boom quand même lâché. Oui. Lars-Boom. Bon après, on dirait Lars n'est plus aussi... C'était hier qu'on l'attendait, Lars-Boom. Normal, oui. C'est pas un grimpeur. C'est surtout préoccupé de placer à l'avant. Kelderman. On a voulu... Yannick Martinez là de dos pour l'équipe Europcar.
Ah, dès qu'on est dans une course à étapes comme le Dauphiné, on les retrouve les Sky dans leur position préférée. On les a pas beaucoup vus ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de blessés, de malades, à l'image des problèmes de dos de Richie Porte, problèmes de dos pour Christopher Froome. Puis il y a eu des malades, et puis il y a eu Jan Stannard aussi qui est tombé, qui était l'homme clé pour les classiques du mois d'avril dans cette équipe Sky. Ça a un peu tout bouleversé. Oui, ils ont été un petit peu... voire même presque inexistants pendant une longue période. Je vous confirme. Les classiques ardennaises avaient 6 coureurs de Sky au départ, alors qu'on peut en aligner 8, ça faisait un petit peu pauvre, quoi. Et un peu désordre aussi. Alexis Goujard, il était dans le club des 5, l'échappée à 5 du jour, parti dès le kilomètre 6. Et donc Alexis Goujard, voilà, avalé, il en profite pour passer un bidon à Romain Bardet, avalé, ou à Jean-Christophe Perrault, j'ai pas vu, c'était trop haut, avalé par la tête du peloton qui continue, Nicolas G, à perdre des éléments, à perdre beaucoup de coureurs. On va avoir un petit groupe en haut du col du Béal aujourd'hui. Oui, beaucoup de coureurs en effet. On a vu Blel Kadri distancer le coureur de l'équipe AG2R, la mondiale. Et tout de suite à l'instant, nous passons devant Jérôme Pinault qui à son tour est lâché, comme Arthur Vichot, le champion de France, juste devant nous. On a également doublé Johan Ofredo. Il nous a dit qu'apparemment ça allait beaucoup mieux. Donc il va faire la montée à son train. Guillaume Bonafont, Ben Gastower pour l'équipe AG2R, la mondiale. Et David Millard également qui souffrait et qui s'accroche. Ah, des âges, que voulez-vous, les jambes sont un petit peu plus lourdes. Même dans le col du Béal avec Geraint Thomas de nouveau, Michael Nieve, David Lopez Garcia dans la roue de son leader, Christopher Froome dont on ne sait jamais à quoi il pense parce que de toute façon il a toujours la tête baissée. En regardant vraiment la roue avant de son vélo. Voilà Alexis Goujard, bon c'est pas un grimpeur, ça on le savait, mais quel beau coureur, jeune coureur à 21 ans, le Normand, vous le découvrez peut-être. Celui-là a du talent. Qu'est-ce qu'il y a comme jeune talent? Et qui confirme, c'est surtout ça qui est le plus important. C'est bien d'être bon chez les jeunes, mais confirmer. Ça n'avait pas échappé à Bernard Bourreau, bien sûr, qui l'avait repéré depuis longtemps. Il fait partie des équipes de France de jeunes. Alexis Goujard, Alessandro De Marchi. Attention, l'écart est sous la minute. 58 secondes pour le coureur originaire de San Daniele del Friuli, qui est un spécialiste des grandes échappées. Vous vous souvenez certainement, 2012, il avait été un homme à l'avant 2 fois sur le Giro d'Italia, le Tour d'Italie. Il aime ces grandes échappées. Thomas Damuso, Kevin Reza, avalé tout de suite par la tête du peloton. Ah ouais, on y a cru un moment, mais bon, finalement, c'est vite rentré dans l'ordre. Allez, tiens, c'est... lâché, ouais. Maillot blanc. Ah, c'est... D'abord un spécialiste du contre-la-montre. Oui, mais il grimpe mieux que ça d'habitude. C'est vrai. Lui aussi est en reprise. Et il a quand même bien marché sur le chrono d'hier. Mais là, il y a encore, on le voit, c'est flagrant, un manque de rythme, notamment en montagne. Le pédale n'est pas très bon. Chez Sky, on est en place. Et chacun a sa place. Quand vous voyez Nieve, Porte. Richie Porte qui est là. Oui, qui n'est pas passé à l'action encore. Richie Porte et Lopez Garcia sont encore en réserve pour Christopher Froome. Pour les 5 derniers kilomètres, probablement. Vincenzo Nibali, Alberto Contador, maillot blanc à pois rouge et maillot vert pour les distinguer. On vient de perdre André Grifko, mais c'est normal, côté de l'équipe Astana. Voilà Thomas Damuso, Kevin Reza. Voilà, ils auront fait une longue échappée. Coup de chapeau à Kevin Reza. Il a fait 140 km, 145 km devant. Regardez la différence de style. Tout en, voilà, on sent que c'est dur pour Alessandro De Marchi. Ça marchera pas. 8 km, 34 secondes. Ouais, c'était pas aussi lisible que ça tout à l'heure. Ryder Hesjedal. Distancé aussi. Nicolas, Ryder Hesjedal, l'ancien vainqueur du Giro, bien devant, il n'a pas digéré. Et Ryder Hesjedal, en effet, le Canadien Thierry, qui est en train de coincer le coureur de la Garmin, qui est à une 50aine de mètres du peloton. Il essaye de se mettre en danseuse et de revenir. On l'a vu il y a une dizaine de jours s'accrocher derrière Quintana. Et bien là, il n'est pas à pareille fête. Et je crois Richie Porte, non, c'est sûr. Richie Porte, il s'est pas fait distancer. Il s'est relevé, il a discuté un petit coup avec Froome.
Il va peut-être au bidon. Alors ça serait quand même... je pense il revient tout doucement. Hein. Il a eu, depuis Paris-Nice, il est blessé au dos. C'est ce que nous avait dit à Liège, par exemple. Il le reprenait sur Liège-Bastogne-Liège. Il est loin de sa forme. Je pensais qu'il allait, je le voyais devant, donc juste dans la roue. On l'a vu discuter, enfin, je ne sais pas si on pourra avoir l'image, mais il a discuté, puis il s'est écarté d'un coup, il a levé le pied. On aurait dit qu'il partait à l'arrière chercher quelque chose à la voiture, j'en sais rien, mais c'est étonnant de le voir aussi arrêté dans la montée, alors qu'il était dans les tout premiers, là. Niévé, Guérin Thomas, Jean-Christophe Perrault, pas bien hier, pas bien aujourd'hui. Oh, ça se voit là, il est pas dans le rythme du tout, Jean-Christophe. Nicolas. Oui, Jean-Christophe Perrault, lui aussi distancé dans un petit groupe avec Cyril Gauthier, je crois, dans sa roue. Et on voit l'ancien VTTiste là qui mouline comme à son habitude, mais qui est désormais à une centaine de mètres du peloton, donc irrémédiablement lâché. Et Ryder Hesjedal est en train de revenir sur le français. Et le peloton sur l'italien, sur le leader. Ça va, 3 coéquipiers, 7 km de l'arrivée. Voilà, c'est fini. Voilà le dernier homme, le dernier des Mohicans de l'échappée du jour. Ça aurait été une échappée de 150 km. Alessandro De Marchi essaye même pas de s'accrocher, à peine un regard. Et le peloton qui va se résumer pour l'instant maintenant à une trentaine d'éléments. Tous les principaux protagonistes sont là, par ceux qu'on veut citer comme Jean-Christophe Perrault, comme Ryder Hesjedal, mais sinon au niveau du classement général, je pense que Bob Jungels quand même qui était 3e du général qui n'est pas là. Là c'est compliqué pour plusieurs coureurs, à l'image ici de Jan Backlands. C'est pas son terrain favori. Oh, Guérin Thomas terminé, coincé. Nibali dans la route Contador dans la route Froome. Oh, il a perdu 2 éléments d'un coup, Christopher Froome. Oui, c'était peut-être pas prévu ça. Romain Bardet bien, Kenny Ellison très bien. Nibali a l'air bien aussi, avec le maillot rouge à pois blanc de meilleur grimpeur. Ouais, vous voulez pas me le mettre blanc à pois rouge, c'est sur le tour blanc à pois rouge. Hein. On l'inverse, c'est rouge à pois blanc. Hein. Ah, Thomas Vauclair lâché, Nicolas. Thomas Vauclair et surtout Michal Kwiatkowski juste devant lui qui est également sur la droite de la route, qui est lâché, qui monte au train. Thomas Vauclair donc avec John Gadret, Ryder Hesjedal et Julien Alaphilippe hier a été distancé à son tour. Voilà un petit peu pour les dégâts à l'arrière, énormément de dégâts, vous l'avez dit Thierry. Oui, Michal Kwiatkowski, le voici, le champion de Pologne, une des confirmations de cette année 2014. Souvent placé dans les grandes classiques au mois d'avril. Excellent sur le Tour d'Italie. C'est une des armes de cette équipe Omega Pharma Quick Step. Mais là, c'est pas tout le monde n'est pas au même niveau. Hein. Ça dépend de ceux qui sortent de ça. C'est ce qu'on disait hier. Hein. Ça va s'équilibrer au fur et à mesure de ce Dauphiné. Puis aujourd'hui, regardez comment ça emmène. Mais bon, 7 km. On va avoir un beau final. Très très beau final. Oui, surtout on risque d'assister à mano entre les meilleurs finalement, puisque Michael Nieve est en train de faire l'effort. L'important pour Froome, c'est d'avoir quelqu'un capable de faire un tempo suffisamment soutenu pour éviter d'être attaqué. Mais si Michael Nieve cale, s'il y a une première attaque et si d'aventure il n'est pas capable de continuer à grimper à ce rythme-là, si on change de rythme tout simplement, eh bien, il se pourrait bien que Christopher Froome se retrouve seul et obligé lui-même de faire l'effort derrière les coureurs les plus dangereux, juger les plus dangereux. Et ils sont nombreux encore, hein, et enfin tous les favoris sont là. Hein. On aperçoit Contador avec le maillot vert, on a vu Jérôme Nibali, on a vu Kelderman. Nibali bien entouré, hein, puisqu'il a notamment Jakob Fuglsang juste à côté de lui. Nieve, Froome, Contador en vert, c'est rare, donc je vous le rappelle. Maillot de meilleur grimpeur avec Nibali, 2 de ses coéquipiers, dont Jakob Fuglsang. Ouais, pas d'inquiétude hein, pour Contador, pour Nibali, pour Froome bien sûr. Vandenbroek a l'air bien aussi, le coureur de la Lotto, un petit peu plus loin dans la file. Kelderman a l'air très bien. On aperçoit également Romain Bardet qui tourne bien les jambes, qui semble avoir encore les moyens d'accélérer.
Kenny Ellison pour la FDJ, petit grimpeur. Voilà, c'est bien en file indienne, mais les prétendants à la victoire sont là. Et on est capable encore d'aller plus vite dans ce groupe pour certains. Très très beau final sur ce Dauphiné avec cette arrivée dès le deuxième jour difficile, très difficile, col classé hors catégorie, on arrive à 1400 mètres. Et l'accélération de l'équipe Sky, hein, le rouleau compresseur Sky, a réduit le peloton à sa presque plus simple expression. C'est dur ici pour Dani Moreno, le coureur espagnol de l'équipe Katusha. Juste devant lui, vous apercevez Adam Yates, le coureur britannique de l'équipe Orica Green Edge. Voilà, on va remonter un petit peu tout le monde, c'est bien, c'est pratique. Voilà, ici c'est Léopold Koenig, le tchèque de l'équipe du type Netap. Très bien, satisfaction pour Dani Navarro, le coureur espagnol, le leader de l'équipe Cofidis. Kenny Ellison là en 6e position, c'est génial. C'est pas surprenant parce qu'on a vu le travail de l'équipe de la FDJ, c'était effectivement pour Kenny. Romain Bardet est là, très bien pour l'équipe AG2R. Nibali juste derrière Jakob Fuglsang et c'est l'Estonien Tanel Kangert qui est là, le 3e coureur de l'équipe Astana, bien entouré. Ça c'est rassurant pour Vincenzo Nibali. Alberto Contador, il lui reste quoi? Un coéquipier mais qui est mal placé. Je ne sais pas pourquoi il est si loin de son leader. Peut-être parce qu'il ne peut pas faire mieux. Dani Moreno va pas tarder à craquer. Voilà, donc Michael Nieve, bien fait de l'embaucher. Christopher Froome, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Daniel Kangert, Jürgen Vandenbroek, Romain Bardet. Juste là, c'est Wilco Kelderman. Je crois que c'est Jesus Hernandez, ou c'est l'Habitel compagnon dans la difficulté, dans les échappées, dans les montées d'Alberto Contador. Ouais, je l'avais dit, Dani Moreno fini. Il a lâché. Ah, c'est pas son style de finale, lui. Hein. Lui, c'est dur et court. Très dur et très court, comme le mur de Huy quand il avait gagné la Flèche Wallonne. Ça dépend des saisons aussi. Il était meilleur au début du printemps qu'il ne l'est pour l'instant, mais il faut dire qu'il rencontre d'autres adversaires. Hein. Les coureurs pour le Tour maintenant commencent à carburer, donc voilà, ça fait un petit peu plus de concurrence d'un coup. Et forcément, quand on a déjà bataillé contre d'autres, on se souvient, c'était le cas sur les classiques ardennaises, et on commence à accuser le poids des efforts, la fatigue. Bobo final. Bah, en fait, il est mal placé parce que Jesus, il peut pas. Il est un peu cuit. Il est en train de lâcher prise. Idem pour Emar Zubeldia, l'ancien. C'est désormais un des anciens de ce peloton, coureur espagnol de cette équipe Trek. Et les deux Espagnols sont lâchés. Nicolas G. Attention, attention. Pardon, allez-y. J'ai cru qu'à l'image, un instant, j'avais perdu le vélo de Michael Nieve, qui fait un sacré boulot, mine de rien. J'ai cru que Froome allait attaquer, Contador dans sa roue. Ça y est, il s'est écarté, Nieve, c'est parti. Oui, je l'avais bien senti comme tel. C'était calculé, pardon Nico, je reviens vers vous tout à l'heure, mais là, ça va faire des dégâts terribles. L'accélération de Froome. Et Nibali est en train de lâcher prise. Alberto Contador, danseuse, dans un style bien différent. Voilà les deux grands favoris du prochain Tour de France qui sont là, qui sont déjà là et qui sont déjà en train de faire ce bras de fer que l'on attendait sur ce Dauphiné, que l'on reverra au mois de juillet. Bon, Nibali va revenir. C'était un petit coup d'épée dans l'eau pour l'instant, mais bien préparé. Hein. Nieve s'est écarté, Froome est parti. Contador n'a pas bougé. Forcément, Nico, ça a fait un paquet de dégâts. Ah, ça a explosé derrière, Thierry, au moment où vous avez annoncé l'attaque de Christopher Froome, la moulinette de l'anglais TJ Van Garderen, l'américain de la BMC, a tout de suite lâché prise. Kenny Ellison s'accroche comme il peut, mais difficile également pour lui de suivre les cadors et Romain Bardet lâché. 5 km de l'arrivée, pardon, mais Christopher Froome vient d'en remettre une. Il n'y a qu'un seul homme qui peut l'accompagner. Les deux sont en danseuse. Quelle image! Regardez, quelle belle image! L'arrivée est encore à 5 km, on dirait un sprint. Quelle image! Froome qui continue d'accélérer, se rassoit enfin sur la selle. Et oui, je suis toujours là, garçon. Voilà, Alberto Contador se rassoit tranquillement. Un petit regard. Enfin, tranquillement. Ouais, façon de parler. Oui, non, mais. Je pense que là, il y a un gros chambrage aussi, là, de la part de Christopher Froome à l'encontre de Contador. Il veut vraiment le faire sauter de la roue et Alberto Contador est en jambe, pas de chance, il arrive à le suivre pour l'instant, mais voilà, le ton est donné. Entre les deux, on le sait, ce sont les deux grands favoris pour le prochain Tour de France. Belle image, quelle belle image. Chacun son style,
la moulinette de Christopher Froome ou le braquet plus important d'Alberto Contador. Quant aux autres, Nibali en tête, eh bien lui, il suit son cap. Nibali, Wilco Kelderman et Jürgen van den Broek. Ça doit être une grande satisfaction dans l'équipe Lotto Belisol. Et confirmation, hein, Wilco Kelderman, très à son aise sur le dernier Tour d'Italie, le Giro d'Italia, qui est en train de ramener Vincenzo Nibali. Froome se retourne. Mais bon, Froome est costaud, hein, mais Froome est costaud, mais il lui manque forcément. TJ Van Garderen qui a lâché. Il lui manque forcément des coéquipiers. On est loin de l'arrivée. Il ne faudrait pas qu'il ait un mauvais passage à ce moment-là, sinon il devient une proie très facile. Regardez, qui va faire l'effort maintenant? Il veut gagner le Dauphiné, Christopher Froome. C'est à lui de rouler. Ouais, bah, du coup, il a éparpillé tout le monde. Il n'a plus d'équipier. Kelderman est parti. Kelderman sort du Giro, 7e du Tour d'Italie. Il est en forme. Maintenant, c'est Christopher Froome qui va y aller. C'est certainement pas Contador qui va faire le boulot pour lui. Et ça y est, c'est fait, il est parti. Alors, c'est pas la moto jaune, hein. Là, c'est une moto jaune. Merci, la moto jaune. Il y a l'autre moto jaune qui arrive. Là, voilà. Oh, tiens, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu mouliner aussi autant que ça, Christopher Froome. D'habitude, c'est un petit peu plus en puissance. Alors, qu'est-ce qui va revenir? Il n'y a pas grand monde qui est capable de revenir. Et on fait le point avec vous, Nicolas. On a un homme en tête à 4 km de l'arrivée, c'est Wilco Kelderman. Derrière, les 3 grands favoris sont là. Et puis après, c'est un petit peu éparpillé partout, quoi. C'est éparpillé, Thierry, avec Igor Anton derrière lequel nous sommes, qui est derrière le groupe dont vous parliez, Thierry. Et puis, il y a l'autre groupe de coureurs distancés avec TJ Van Garderen, Tony Galopin, Kenny Elissonde, Romain Bardet, Jacob Fulzang et Dani Moreno. Et Zubeldia également. Il n'y a pas un coureur de l'équipe Garmin, j'ai pas aperçu un Garmin. Kenny Elissonde qui est là avec Romain Bardet côté français. C'est Talansky. Ah, je me disais bien aussi. C'est Talansky en effet. Ouais, j'imaginais que ça pouvait être Andrew Talansky. Christopher Froome en train de revenir sur Wilco Kelderman. Alors s'il fait bien les choses, Christopher Froome, il revient progressivement, en s'efforçant bien sûr de garder encore un petit point d'accélération au cas où il serait attaqué dès que la jonction sera faite avec Kelderman. S'il est attaqué par Contador, Nibali il n'en peut plus, le pauvre. Ça va trop vite. Ça va pas être bon pour son moral. Regardez, Nibali, ça c'est une image forte. C'est le 3e larron, celui qu'on attend, qui n'a rien gagné hein, cette année. Le vainqueur du Tour d'Italie, 2e du dernier Tour d'Espagne. Et vainqueur du Tour d'Italie l'an dernier. Et qui, cette année en 2014, n'a rien gagné. On l'imaginait capable d'arbitrer le mano à mano, le duo Froome-Contador. Bien malheureusement, voilà cette image d'un Vincenzo Nibali qui a eu besoin là qui essaye de retrouver un second souffle, un 3e souffle peut-être, mais il est en train de coincer là. Un peu écœuré aussi peut-être, le dégoût dans sa gestuelle, ça s'est senti, un petit peu dégoûté de voir la facilité notamment de Christopher Froome qui en remettait toujours un petit peu plus, parce qu'il n'a pas explosé hein, vraiment Nibali, il a levé le pied là. Il en a marre de se faire torturer. Allez, Kelderman rejoint, qui du signe de la main droite fait Talansky. signe à Froome. Ah bah il va repartir Kelderman. Voilà, on revient avec Nibali et Andrew Talansky, le coureur américain de cette équipe Garmin. C'est un bon grimpeur hein, qui avait été maillot jaune sur le Dauphiné l'an dernier. Allez, c'est Jürgen van den Broek. Tiens, et si c'était lui l'arbitre cet été, pourquoi pas? On se posait beaucoup de questions à son sujet. Même pas sûr d'être sur le Tour de France dans l'équipe Lotto Belisol. Il était en souci avec ses dirigeants parce qu'il n'avait rien prouvé. Pas un top 10 ni d'une étape ni d'un classement général final. Bien, dès hier, il avait frappé fort dans le contre-la-montre. Il a été très bon hier dans le contre-la-montre. Et là, voilà, il a retrouvé. On retrouve le grand Jürgen van den Broek, alors que ça va être une fin d'étape compliquée pour Vincenzo Nibali, qui va pas perdre peut-être énormément de temps, mais moralement, c'est pas bon. Voilà le quatuor majeur de ce Dauphiné aujourd'hui. Talansky qui essaye de revenir, l'Américain, et ça bénéficie bien sûr à Vincenzo Nibali. Voilà le petit groupe juste derrière avec Romain Bardet, avec Kenny Elissonde côté des coureurs français, qui est tout près. Hein. Il y a une vingtaine de secondes entre ce groupe-là et le quatuor de tête. Il y a Galopin aussi dans ce groupe. Et voilà les jonctions entre le groupe Froome, Contador et Nibali Talansky. Ah, c'est une image de Tour de France, mais c'est le Dauphiné. Allez, Talansky qui est reparti, enfin qui est parti tout court, Andrew Talansky. Jürgen van den Broek.
Il y a 10 secondes hein, pour l'étape, je vous rappelle, pour le vainqueur d'étape. 10-6-4 pour les bonifications, ça peut avoir son importance aujourd'hui, parce que forcément les écarts hier n'étaient pas très importants. Un petit écart du côté de Nicolas G entre le groupe majeur et puis le groupe des Français, on va dire ça comme ça. 150-200 mètres maximum, Thierry, entre le groupe des Français et le groupe Chris Froome. Voilà, environ 150 mètres entre les deux, alors qu'Igor Anton est en train de revenir, comme Sébastien Reichenbach, très très bonne ascension, le coureur de Kipia. Et Talansky de nouveau. Et Froome, regardez, toujours dans son style, je regarde ma roue avant. Je suis bien allongé sur mon vélo. Le seul qui ne se soit pas découvert, dont on ne sait pas s'il est à 100% ou s'il en a encore sous la pédale, c'est Contador. Hein. Contador a toujours été en mesure de suivre des accélérations de fou, dans un style très différent du sien. Et Nibali de retour. De retour, il s'en va, il revient, ça dépend des moments. Oh, ça avait fait une belle chanson. Mais Contador attend, il suit, il ne participe pas à la bataille pour l'instant, il est là dans la roue de Christopher Froome. Et on ne sait pas s'il a les moyens de placer un contre à un moment ou à un autre. Je suppose que oui. Je crois qu'il veut l'étape, Alberto Contador. Et comme il a 8 secondes de retard au général, on ne sait jamais. Pour avoir un changement de maillot. Beau final en tout cas. Belle étape. Programmée ainsi, mais très beau final. Froome nous a fait un numéro là. Bon, ça n'a pas été très efficace, mais bon. Mais c'est impressionnant, hein, c'est spectaculaire, hein, la façon dont il tourne les jambes. Et Kenny Ellison qui tente de revenir, hein, Navarro dans sa roue. Galopin. Tony Galopin, ouais, ça fait 3 Français dans ce groupe-là, hein, parce qu'il y a Romain Bardet. Hop, ça y est, Kelderman de nouveau. Allez, Wilco. Et c'est Froome qui fait l'effort. Ouais, il fait beaucoup d'efforts, mais il défend son maillot jaune, hein, il se défend, il n'a plus de coéquipier à côté de lui. Donc il est obligé à chaque fois de faire l'effort derrière toutes les attaques, ne pas laisser trop de champ. Oh, Contador qui a fait gauche-droite. Talansky aimerait bien remporter l'étape. Allez, hein, attaque de Andrew Talansky à droite de la route, mais Froome il laisse partir personne. Hein. Et il mouline, et il mouline. Et il mouline. Nibali s'accroche. Talansky, Froome, Contador. Ouais, Nibali il avait quand même pété dans la tête. Hein. À un moment donné, ça a débranché tout à l'heure. Il était un petit peu écœuré. Ah, mauvaise nouvelle. On a perdu. Le groupe des Français a perdu Romain Bardet. Je vois plus que Galopin et Kenny Ellison, Nicolas. Confirmation en effet, Kenny Ellison qui fait un gros travail depuis tout à l'heure et qui s'accroche là dans la roue de Dani Moreno avec Tony Galopin, alors que Romain Bardet a lâché prise. Il est environ à 100-200 mètres de ce groupe-là. Ah, c'est quand même un final royal, hein. 1 km 300 et le 6 majeur, c'est le 6 majeur du Dauphiné. Il y a quand même du beau monde, hein, parce que bon, Talansky, Froome, Contador, Kelderman, Vandenbroek, Nibali. C'est bien pour le coureur américain Andrew Talansky. Alors que dans cette équipe, le leader c'est Ryder Hesjedal. Et Kenny Ellison qui vient d'accélérer. Dani Navarro peut lui répliquer. Juste derrière, c'est Emar Zubeldia. Alors que la flamme rouge se présente. Et vous allez voir beaucoup de monde dans ce dernier kilomètre pour le final sur le col du Béal. Énormément de monde à l'arrivée. C'est la grande fête. Alors je sais bien que c'est lundi férié, donc beaucoup en ont profité. Mais ça confirme que le cyclisme, c'est vraiment un sport que les Français adorent, un sport très populaire. Alors je sais bien que les Français adorent aussi leur équipe de foot qui est partie ce matin, qui sont envolés de Lille pour le Brésil. Et Christopher Froome, Thierry, il veut l'étape. Pas simplement conserver le maillot jaune, il veut également remporter l'étape et il n'a laissé partir personne. Et Contador, il veut l'étape aussi. Oui, s'il remporte l'étape, psychologiquement, c'est important. Le petit groupe est là. Nicolas Gilles, le petit groupe aperçoit le 6 majeur. Le petit groupe en effet dont vous parlez, Thierry, qui passe à l'instant sous la flamme rouge. Allez, 50-80 mètres, pas plus derrière le groupe Froome. Et donc c'est Dani Moreno qui fait toujours l'effort. Et suivi comme son ombre par Kenny Ellison qui s'accroche, alors que Tony Galopin cède à son tour, va essayer de revenir. Je pense que le Français va revenir.
Christopher Froome, Alberto Contador, c'est parti. Allez, accélération de Froome dans le dernier kilomètre. Contador tout de suite en danseuse. Kelderman aussi qui peut répondre. C'est plus dur pour Vandenbroek. Talansky se cale un petit peu. Vincenzo Nibali calé dans la roue de Vandenbroek. Scénario habituel sur cette fin d'étape depuis tout à l'heure. C'est un signe. C'est Vandenbroek qui ramène Nibali. Talansky est un petit peu juste. Et la nouvelle accélération encore de Froome qui n'arrête plus. C'est le rouleau compresseur. Il a vu l'étape et qui répond tout de suite. C'est l'ombre. Il n'y a plus de soleil, mais son ombre est là. C'est Alberto Contador. Il y a des maillots verts qui l'embêtent un petit peu. Parce qu'il y a les maillots verts qui peuvent le suivre. Nibali, Vandenbroek lâché. Je crois que Contador doit être capable d'aller remporter cette étape. Hein. Pas intrinsèquement sur 300 mètres. Sur 300 mètres, Alberto Contador peut, dans un sprint, être un petit peu plus fort dans une ascension que Christopher Froome, qui est un coureur puissant. Nibali montre ses limites aujourd'hui. Nouvelle encore, allez, une de plus. Je n'ai pas compté, mais on en est au moins à la 7 ou 8e accélération de Froome. Et Contador est lâché un instant, 1 mètre d'écart. Il s'est rassis, Froome. Contador qui revient en danseuse. On est aux 500 mètres. Alberto Contador qui grimace, qui coince peut-être, mais là maintenant il va déclencher l'attaque à gauche de Christopher Froome. Oh, quelle finale, quelle bagarre! C'est déjà psychologique pour le prochain Tour de France. Et Froome ne lâche rien. Quel caractère pour le vainqueur du Tour de France 2013. Il ne lâche absolument rien. Il veut gagner l'étape. Il va prendre 10 secondes de bonification. Conserver son maillot jaune. Victoire d'étape pour Christopher Froome. Il la voulait. Alberto Contador dans sa roue. 3e. Wilco Kelderman qui va devenir 3e du classement général. Puisqu'il devance. Oui, Talansky sera 4e qui en termine derrière. 5e Talansky. 4e Vandenbroek. Et voilà. Vincenzo Nibali a montré aujourd'hui ses limites. Il termine 6e de cette étape et il laisse quand même, je parle même pas des bonifications, c'est pas très important, mais regardez, 25 secondes de perdu dans la montée du col du Béal. Avec Igor Anton qui vient d'en terminer pour l'équipe Movistar. Et Adam Yates. Et voilà Kenny Elissonde qui en termine, sera le premier français. Kenny à 50 secondes de Christopher Froome. Vous apercevez ici Jakob Fuglsang. Vous avez aperçu Tanel Kangert. Voilà l'arrivée de Tony Galopin qui sera deuxième français de cette étape. Je pense qu'on aura 2 français dans les 20 premiers. Mais comme prévu, cette étape a fait énormément de dégâts parce que cet homme-là qui a du mal à marcher tant il a fait d'efforts, parce que cet homme-là a pratiquement assommé le Dauphiné, pas complètement. Il a une ombre et elle s'appelle Alberto Contador. Magnifique étape, magnifique deuxième étape. C'était psychologique. Oh, même un petit peu physique peut-être. Hein. Romain Bardet qui termine à son tour, pardon, à 1,32. Un peu trop physique. Christopher Froome ou la stratégie du rouleau compresseur. Tout ce qui bouge l'écrase. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Hein. La stratégie elle n'était pas très compliquée. Hein. Je me mets devant, j'accélère. Et si ça bouge pas dès derrière, j'accélère encore. Et dès que ça bouge, j'en remets encore une petite couche. Heureusement qu'il y avait le haut de la montagne. Sinon, je crois qu'il pouvait encore continuer à accélérer. Et 6 partout. 6 victoires partout entre Christopher Froome et Alberto Contador en cette année 2014. Puisque hier, eh bien, Christopher Froome était revenu à 6-5. Hein, puisqu'hier, on rappelle quand même que le Dauphiné, les 2 premières étapes auront été gagnées par le même homme, Christopher Froome. Et donc aujourd'hui, ici au col du Béal, on le revoit au ralenti. 6e victoire en 2014 pour Christopher Froome. Vainqueur d'étape sur le Tour d'Oman et le Tour de Romandie. Vainqueur final du Tour d'Oman, du Tour de Catalogne et du Tour de Romandie. On l'a peu vu au mois de mars, victime de ses soucis de dos. Voilà, ça peut expliquer qu'il marche un petit peu comme ça, embarqué dans l'herbe avec des chaussures de cycliste. C'est pas facile. Petit problème de poumon au mois d'avril à la sortie d'un stage. Ça l'avait perturbé pour faire Liège. Ça l'avait empêché de faire Liège-Bastogne-Liège. 21e jour de course pour Christopher Froome. Et donc victoire symbolique juste devant Alberto Contador. Les 2 grands favoris pour le Tour de France s'appellent bien Christopher Froome, Alberto Contador. Confirmation du talent de Wilco Kelderman. Jürgen Vandenbroek est de retour. Andrew Talansky toujours très bien sur le Dauphiné. Vincenzo Nibali en perdant 27 secondes a montré toutes ses limites, en tout cas par rapport à Froome et Contador. Le retour d'Igor Anton pour l'équipe Movistar, puisque c'est sa nouvelle équipe, hein,
Adam Yates, confirmation du Britannique pour l'équipe Orica Greenedge. Et puis vous découvrez des jeunes garçons comme le Suisse Reichenbach. Et puis pour l'équipe française Cofidis, c'est bien la confirmation. En tout cas, une place dans les 10 premiers pour Dani Navarro. Tiens, c'est le grand battu du jour. Il perd son maillot blanc à pois. Il perd son maillot blanc à pois rouge. Oui, c'est Kevin Reza qui sera tout à l'heure sur le podium pour endosser ce maillot de meilleur grimpeur. Et Christopher Froome qui s'est débrouillé seul finalement avec l'aide de ses coéquipiers sur la majeure partie de l'étape, mais dans la dernière ascension, seul, il a répondu à toutes les attaques, attaque contre attaque, et même lui a été attaquant et contre-attaquant. Il a laminé ses adversaires, il est vraiment trop fort. Voilà, confirmation de ce qu'on vous disait. Pas de changement au niveau du classement général pour le leader, bien sûr, puisqu'il a gagné les 2 premières étapes, Christopher Froome, qui du coup, eh bien, il avait 8 ce matin, 12 secondes d'avance avec les bonifications sur Alberto Contador. Éjecté du podium, c'est Bob Jungels, remplacé par un Néerlandais, par un Belge, pardon, c'est Willy Kelderman, Wilco Kelderman, je vais l'appeler comme il se doit, bien sûr, un Hollandais de l'équipe Lotto Belisol, je vais y arriver aujourd'hui. Et puis, j'ai pas eu le temps de le regarder. Andrew Talansky qui était 4e. Là, c'était tout simplement impressionnant ici lorsqu'il a accéléré. Alors, le Néerlandais, Wilco Kelderman dans l'équipe Belkin. Parce que si je vous dis des bêtises, si Belkin devient belge, on va pas s'en sortir aujourd'hui. On redemandera à Jean-François Carhert de nous montrer le classement général provisoire après cette 2e étape. La sévère empoignade entre tous les favoris dans le final de l'épreuve du jour. Bravo à tous ces champions. Effectivement, quel que soit le classement tenu, voilà Cyril Gauthier qui en termine avec Sergio Paulinho. Et il la voulait, hein. Il la voulait. Sylvain Chavanel et avec eux l'épreuve Christian Coren. On rejoint maintenant le podium protocolaire. L'arrivée a été franchie par le vainqueur de un petit peu plus de 5 minutes. Le col du Béal, si d'aventure le pays de Liergue vous voulez être candidat à être une arrivée du Tour de France, c'est pas mal. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc Christopher Froome, Alberto Contador, le Néerlandais Wilco Kelderman pour l'équipe Belkin, devant Andrew Talansky qui devient 4e, Jürgen van den Broek désormais 5e, Vincenzo Nibali 6e, Emar Zubeldia, l'Espagnol, l'ancien, qui est désormais 7e, Jakob Fuglsang 8e, Adam Yates, une des révélations britanniques, ça fait 2 Britanniques dans les 10, et donc Tagel Kangert, l'Estonien, désormais 10e de ce classement général, alors que bien sûr on va récupérer bien beaucoup de monde avec ici un Jean-Christophe Perrault pas dans une bonne journée. Oui, ça c'est plus préoccupant. Bon, Nibali, un ton en dessous de ses coéquipiers, de ses adversaires directs. Bon, c'est vrai qu'on le remarque, mais c'est pas très préoccupant. Il finit pas loin. On est loin du Tour. On est loin de la montagne du Tour. Il y a encore moyen pour lui de combler ce tout petit retard. Pour Jean-Christophe Perrault, bien sûr, c'est pas rédhibitoire. Bien sûr, il va pouvoir s'améliorer, mais là, il peut constater qu'effectivement, sur une montée comme celle-là, 7 minutes de retard, c'est énorme. Et donc, du coup, le moral va en prendre un coup certainement pour l'instant. 24e victoire ici depuis le début de sa carrière pour Christopher Froome. La 6e, je vous l'ai dit, en cette année 2014. C'est aussi la 17e victoire de l'équipe Sky. Et c'est depuis le début de l'année la 38e victoire britannique. Pas mal. Pas mal du tout. Et en référence, l'an dernier, Christopher Froome, c'était au total 7 victoires. Ah, il est supérieur, Froome, il n'y a pas photo. Alberto Contador, c'est un mental de gagneur. Il voulait cette étape aussi. Il était à fond, à l'agonie dans la roue de Christopher Froome. Il s'est accroché, il a senti qu'il pouvait caler peut-être. Il a essayé de le déborder, mais non. Christopher Froome a toujours du ressort, toujours capable d'en remettre encore une petite couche et d'enfoncer le clou davantage. En fait, je faisais la comparaison, pardon Laurent, parce que pas toujours facile de faire les comparaisons en parlant. À la même époque l'an dernier, il était à 7 victoires. C'est ce que je veux dire, puisque l'an dernier, en 2013, au total, il a eu 13 victoires.
73 jours de course, 11 épreuves disputées, 13 victoires. Et l'an dernier, à la même époque, c'est-à-dire au 9 juin 2013, il en était à 32 jours de course. C'est 8 de plus que cette année. Et il avait disputé le même nombre d'épreuves, 5, et il avait remporté 7 victoires. Ça veut dire une de plus. Mais bon, dans peu de temps, ça pourrait bien être équivalent. Voilà, Froome égal à lui-même. On est d'accord. Qu'on aurait bien aimé entendre au micro de Nicolas G, mais alors bon, voilà, le temps de récupérer, le temps de se changer, c'est toujours très long. Alors, résultat des courses, les podiums sont de plus en plus longs, les interviews sont de plus en plus longues aussi, et du coup, voilà, on fait des loupes, mais c'est moins efficace. Et ça, c'est aussi un problème d'organisation. Alors, j'ai dit tout à l'heure à juste titre, ces garçons sont abordables, ces garçons sont adorables, répondent tranquillement. On a vu le sujet en ouverture, si vous étiez avec nous, de ce direct pour cette deuxième étape. Mais alors, à l'arrivée, ça devient, voilà, c'est long, c'est lent, c'est parce qu'ils montent trop vite, ils arrivent essoufflés, ils peuvent plus répondre aux questions. Ils devront en garder un tout petit peu pour faire une petite interview après la ligne, Thierry. Ah bien voilà, il suffisait de le dire et de se fâcher pour que Christopher Froome approche. Ça n'a rien à voir, mais c'est le hasard. Allez, avec Nicolas G. Bonjour Chris, on vous a vu après la ligne d'arrivée descendre du vélo, vous ne pouviez même plus marcher, vous avez tout donné aujourd'hui. Oui, bien sûr, j'ai donné tout aujourd'hui. Avec une montée comme ça et une bataille avec Alberto Contador, c'était à bloc. C'était un duel psychologique aussi, on le voit vraiment là, vous avez dit que c'était pas vrai, mais là il y a vraiment un duel entre vous avant le Tour de France pour essayer de marquer des points, et aujourd'hui vous avez marqué des points. Oui, c'était ça, c'était vraiment dur entre nous, et j'ai essayé quelquefois à laisser attaquer, mais il est très fort, Et vous disiez que vous étiez venu aussi pour vous tester, pour voir où vous en étiez. Vous êtes aussi très fort et vous êtes presque prêt en tout cas pour le Tour. Oui, je crois que tout le monde ici sont presque déjà au niveau pour le Tour de France. Et c'était la première fois cette année qu'on a fait une duel, une bataille comme ça en forme tous les deux. Et je suis très content de gagner. Merci beaucoup Chris, merci. On a attendu, mais Christopher Froome a fait l'interview en français. C'est très agréable, très agréable. Christopher Froome, c'est 21 jours de course aujourd'hui, hein, si les comptes sont justes. Et 6e victoire, donc ça fait tous les 3 jours. Quelle moyenne, hein, c'est quand même impressionnant. Christopher Froome en jaune, 2e étape du Dauphiné, 2e victoire pour le Britannique. Le grand favori du prochain Tour de France 2014. Tout de suite, ces euros, les chiffres et les lettres. La série de jeux jusqu'à question pour un champion. N'oubliez pas tout le sport 20h. Rendez-vous demain. 3e étape, ce sera entre Ambert, Le Thel, près de Montélimar, 194 km. Rendez-vous à 13h50 sur France 3. À demain. Bonne fin d'après-midi.